Tenet. 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 Christopher Nolan, le réalisateur visionnaire de la trilogie Dark Knight et Inception, réinvente une fois de plus le genre avec Tenet. Voyage temporel? Non, inversion. Tenet, à vivre le 26 août au cinéma. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets en une petite heure. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque, bon, non seulement on va parler de ce combat épique entre Epic et Apple, on va aussi vous parler de la nouvelle machine de Microsoft, la Surface Duo à double écran qui a enfin été confirmée pour une sortie en septembre. On va parler de Mozilla, d'abonnements unifiés sur Apple, d'État de Californie qui oblige Uber à employer ses chauffeurs et de plusieurs autres petites choses. Mais donc non seulement il y a tout ça qui rend l'épisode exceptionnel, mais en plus, comme je suis de passage à Paris pour des choses importantes que je devais faire, avec bien sûr masque dans l'aéroport et dans l'avion, c'était un petit peu bizarre d'ailleurs d'être dans un aéroport aussi vide, mais au final tout s'est plutôt bien passé, on a gardé nos distances, on a utilisé les masques et donc j'espère que je n'aurai pas attrapé le Covid, mais en plus de ça, il y a des problèmes de micro que je suis en train d'essayer de résoudre avec une construction improbable dans mon studio parisien. Donc, si vous trouvez qu'il y a un son un petit peu moins bon que d'habitude, c'est peut-être pour ça ou peut-être des parasites. J'espère que ça n'affectera pas trop l'émission, d'autant plus que je vais la faire tout seul, comme ça arrive de temps en temps, assez rarement, mais de temps en temps quand même. Je suis tout seul dans cet épisode. Et j'espère que je vais pouvoir vous résumer tout ce qui est important et que ça sera quand même plutôt sympathique, d'autant plus qu'il y a des choses assez incroyables qui se passent. Comme je vous le disais, Epic est engagé dans un combat incroyable avec Apple. Et avant d'en parler, je vais vous donner quelques noms de personnes qui soutiennent l'émission, notamment William Lévival, Hugo Plouvier, Phil Philae, Scott Merchant, Hoffman, Olivier Guyet, F. Duchesne, Victor Massip, Sylvain Fr. Jess, Olivier Bernard et Kevin Tsogbe. Des gens absolument formidables et incroyables qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvtech. On en redira un petit mot en milieu d'émission. Alors allez, on se lance enfin, je me lance puisque je suis tout seul. Un truc vraiment complètement fou, ou peut-être qui était bouillonnant depuis un moment et qui a simplement débordé de la casserole, c'est un combat entre Epic et Apple qui symbolise toute une série de problèmes qu'Apple a eu avec son écosystème ces derniers mois et ces dernières semaines. On vous en a parlé ici et là, mais là vraiment ça explose. Je vais vous faire un petit résumé que j'ai écrit d'ailleurs, c'est un truc que je tente, on va voir si ça fonctionne, que j'ai écrit et vous pourrez me dire si l'écriture des news fonctionne un petit peu mieux ou pas, ou si ça se sent pas, parce que je suis tellement naturel dans ma diction que ça fonctionne super bien. Donc, Epic et Apple se sont engagés dans une bataille qui risque de chambouler toute l'industrie du smartphone. Résumé des étapes du drame. Déjà, j'arrive pas à bien lire. Allez, on se lance. Étape 1. Epic met à jour son jeu Fortnite sur iPhone pour autoriser l'achat de V-Bucks, la monnaie qui permet d'acheter des objets en jeu, par leur système de paiement plutôt que celui d'Apple. Bienveillant et généreux, Epic explique que cette méthode de paiement permet d'éviter les 30% de commission d'Apple et qu'ils offrent cette réduction directement aux joueurs qui paient donc moins cher. Sauf que cette pratique est bien sûr explicitement interdite par les conditions d'utilisation de l'App Store. On sent qu'Epic cherche la confrontation, c'était hyper clair. Et ni une ni deux, comme auraient pu le prédire les marabouts qui vous promettaient le retour de l'être aimé dans les petites annonces des années 90, étape 2, Apple bannit Fortnite de son App Store. Étape 3, Epic Games lance la machine qu'ils avaient déjà planifiée et préparée avant la mise à jour de l'app, et ils intentent un procès à Apple pour pratiques anticompétitives et abus de position dominante. Il faut bien comprendre que l'étape 2, Apple qui bannit Fortnite de son App Store, c'est un énorme morceau. Fortnite, c'est un jeu qui est hyper populaire,
et les gens qui ont acheté Fortnite peuvent encore l'installer à ce stade. Il n'est plus disponible au téléchargement dans l'App Store, mais quand il y aura une mise à jour de l'application et du jeu pour les autres systèmes, eh ben cette mise à jour ne sera pas disponible sur l'App Store, et donc, de fait, dans assez peu de temps, le jeu ne sera plus disponible sur les appareils iOS. On va y revenir dans un instant. Étape 3,5, dans la foulée du procès, et ça c'était particulièrement intéressant, Epic publie un court-métrage parodiant la publicité 1984 où Apple s'attaque à IBM. Vous l'avez certainement vu ici ou là. Elle est mise en ligne partout, y compris dans le jeu Fortnite, et ils invitent les joueurs à rejoindre le combat contre Apple en utilisant le hashtag #FreeFortnite sur les réseaux sociaux. Donc, on militarise les joueurs de Fortnite. Bon, on va en parler dans un instant quand on parlera plus en détail. Étape 4, par souci d'équité, Epic a également implémenté la méthode de paiement propriétaire dans son app Android, poussant Google à suivre la voie d'Apple et à bannir l'app. Donc l'app est également bannie sur l'App Store Android, le Play Store. Étape 5, étant donné que l'app est bannie sur le Play Store, Epic intente le même procès qu'ils intentent à Apple, à Google. Étape 6, c'est pas fini. Étape 6, Apple désactive le compte développeur d'Epic sur toutes ses plateformes, iOS et Android. Ce qui veut dire que, étape 6,5, Epic répond que la perte de leur compte rend impossible l'utilisation du moteur du jeu Unreal Engine sur ces plateformes. Epic n'est pas que le développeur du jeu hyper populaire Fortnite, mais également le développeur de l'Unreal Engine, qui est un moteur graphique qui permet à d'autres développeurs de développer leur jeu. Et donc, ce moteur graphique qui est déjà utilisé par beaucoup de gens, y compris sur iOS et sur macOS, ne sera plus disponible. Et donc, est-ce que les jeux eux-mêmes ne sont plus disponibles ? Ça me fait tousser toutes ces questions tellement c'est palpitant. Étape 6,7. Apple publie un communiqué qui explique qu'Epic a contrevenu aux règles et aux accords qu'ils avaient donnés pour utiliser l'App Store. Il y a des accords et des contrats qui sont signés. Et qu'une update de l'app Fortnite revenant au respect de ces règles suffirait à rétablir leur compte. Donc, ils ouvrent la porte à un retour de Epic en tant que développeur classique. Étape 7, les parents qui ont payé beaucoup de choses pour l'app Fortnite sur leur téléphone commencent à réaliser que l'argent qui a été investi dans l'App Store est perdu, potentiellement, puisque l'app n'est plus utilisable, et commencent à plus être contents du tout. Alors, décortiquons un petit peu tout ça. Là, je vais en parler un petit peu plus librement. L'intention affichée par Tim Sweeney, le président de Epic, c'est de vouloir que les systèmes ouverts, tous les systèmes, toutes les plateformes soient ouvertes et que tous les développeurs aient la possibilité de disposer de leurs appareils, tout comme les utilisateurs, comme ils le souhaitent. Et donc, de pouvoir installer n'importe quoi, n'importe où. C'est-à-dire aller installer un programme sur iOS, sur un iPhone, comme on peut l'installer sur Windows ou d'autres appareils ouverts. Il y aurait des choses à discuter là-dessus. L'idée qu'on dispose de son appareil est une idée qui est commune, qui est fréquente et qui est très en vogue chez certains parce que, effectivement, on a acheté un iPhone, on devrait, entre guillemets, être capable d'en faire ce qu'on veut selon l'idée de certains. Et c'est une idée qui est évidemment logique et compréhensible. Mais il y a quelque chose qui me dérange, moi, dans l'idée qu'on doive imposer à tous les constructeurs, tous les écosystèmes, toutes les plateformes d'être forcément ouvertes et de pouvoir installer des apps de n'importe où, des applications de n'importe où, au mépris des problèmes de sécurité que ça cause. Et puis même, philosophiquement, il y a une logique à dire, un développeur, même pas un développeur, un constructeur va proposer un écosystème qui obéit à certaines règles pour protéger ses utilisateurs ou juste parce qu'ils ont décidé que ça serait un écosystème de ce type, comme ils l'ont conçu, comme ils l'ont imaginé, et donc leur imposer
de le faire de manière différente est vraiment problématique philosophiquement. Apple d'ailleurs a selon certains une position dominante et ça implique des règles spécifiques. Mais dans la pratique, la position dominante, comme on en a déjà parlé à plusieurs reprises, n'est pas sur le marché des smartphones. Sur le marché des smartphones, la position dominante, elle va très largement à Android. Et Apple, la seule position dominante qu'on pourrait, de manière un petit peu capillotractée, leur attribuer, c'est la position dominante sur le marché des iPhones, forcément, puisqu'ils ont le seul App Store sur iPhone. Et on pourrait dire le marché des iPhones représente une quantité de revenus qui est dominante pour les développeurs. Ça, on peut plus ou moins le comprendre. Et donc, s'ils ont une position dominante en disant les développeurs sont obligés d'utiliser l'App Store s'ils veulent vivre de leurs applications sur téléphone mobile, ok, ça peut passer. Mais du coup, Apple est 100% légitime dans l'idée de dire, oui, notre App Store marche tellement bien, même si on a une position qui est pas dominante du tout dans les parts de marché, on représente des revenus de ce type-là, parce qu'on a un écosystème qui est protégé, qui guide l'expérience utilisateur. La fameuse analogie de l'hôtel que nous donne souvent Jérôme, vous savez, Apple fournit un hôtel, c'est pas tout à fait comme on voudrait, mais on est sûr que c'est propre et bien géré tout le temps, contrairement à Android qui vous fournit un petit peu votre appartement dont vous faites beaucoup plus ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que Apple est tout à fait en droit de dire mais si vous voulez nous imposer de faire sur Apple, sur iPhone, exactement comme les gens font sur Android, d'une part, ça réduit la diversité des offres, je trouve, et d'autre part, le résultat risque d'être le même. Ça va être un écosystème qui sera moins peaufiné, moins protégé. Et alors, ça ne veut pas dire que l'iPhone est 100% sécurisé, mais il est certainement plus sécurisé et plus protégé que les autres écosystèmes. Donc, leur imposer de dire on peut on peut installer n'importe quelle app de n'importe où, comme le demande Tim Sweeney et Epic, c'est évidemment quelque chose de problématique parce que si on ouvre les choses à Tim Sweeney, c'est pas juste à Tim Sweeney qu'on va ouvrir la possibilité d'installer des apps. Ça va être n'importe quel site web ou n'importe quelle source sur Twitter ou Dieu sait quoi, peut vous envoyer un lien avec une application un petit peu pourrie et donc vous l'installez et ça pose des problèmes de sécurité. Déjà Android qui est un petit peu plus sécurisé et plus fermé que des systèmes comme Windows, mais pas énormément, et même eux, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Donc, il y a un vrai problème dans ce que demande officiellement Tim Sweeney. Mais évidemment, ce que demande officiellement Tim Sweeney et ce qu'il y a sans doute derrière tout ça, c'est pas forcément la même chose. Le problème essentiel qui est au cœur de cette bataille, c'est évidemment, comme toujours, un problème d'argent. On parle de la commission des 30% que prélèvent Apple et Google sur les paiements qui sont faits dans les apps qui sont disponibles sur leurs App Store. Tim Sweeney appelle ça un racket. On a eu des problèmes avec Spotify qui disaient les mêmes choses. Et effectivement, je crois qu'on peut argumenter du fait qu'on pourrait construire un argument solide sur le fait que aujourd'hui, 30% représente quand même une somme énorme pour un travail qui n'est pas équivalent à la somme que ça représente. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, peut-être que les App Store étaient... ils venaient d'arriver, ils étaient en train de se créer, et c'était un nouvel Eldorado, et c'était vraiment quelque chose que permettait Apple et Google d'ouvrir ces nouveaux marchés, en quelque sorte, avec les écosystèmes et les matériels qu'ils ont construits à grands frais, donc il fallait qu'ils se remboursent quelque part. Aujourd'hui... je ne suis pas en train de dire que c'est 100% le cas, mais on pourrait dire que effectivement 30% pour un truc qui roule et pour lequel ils n'ont plus forcément grand-chose à faire, ça se discute. Mais là encore, je ne suis pas certain que ça soit aux développeurs d'imposer à Apple de dire « non, 30% c'est trop ». C'est Apple qui décide de ça. Alors, il y a ces questions de monopole et d'abus de position dominante qui pourraient être débattues. Mais je crois, moi,
qu'ils vont trouver un accord à moins de 30%. Peut-être qu'il y aura un accord à, par exemple, 15% à partir d'un certain montant de revenus. Si vous générez plus de $1 million de revenus, par exemple, le pourcentage pour les sommes suivantes passe à 15%. Il y a déjà ça plus ou moins pour les abonnements, c'est-à-dire que la première année, Apple prélève 30%, et si vous restez abonné plus d'un an, Apple ne prélève plus que, entre guillemets, 15% sur votre application, sur l'abonnement à votre application. Là, on peut imaginer quelque chose de plus ou moins similaire, un tarif dégressif en quelque sorte. Et je crois que c'est l'accord qui est envisageable. Parce que ce que demande Tim Sweeney, c'est-à-dire le fait de pouvoir installer n'importe quoi, n'importe où, à mon avis, c'est peut-être pour la liberté des développeurs. Tim Sweeney a quand même un vrai passif militant à ce niveau. Il s'est attaqué à Microsoft, à Steam, enfin à Valve, dans le monde du jeu vidéo, et il s'est souvent exprimé sur ces questions-là. Bon, entre parenthèses, il s'exprime pas trop sur les questions des pratiques qui sont exactement similaires sur PlayStation et Xbox et Nintendo. Sans doute qu'ils ont trouvé un accord sur ces plateformes-là pour payer moins que les 30% dont on pense que c'est le tarif standard. Les 30% de commission, c'est le tarif standard sur PlayStation, Xbox et Nintendo également. Et là, comme par hasard, il dit rien. Bon, à voir. Peut-être qu'ils ont effectivement négocié quelque chose avec ces plateformes-là et que donc ils ne l'ouvrent pas trop. En plus, PlayStation a investi dans Epic il n'y a pas si longtemps, $250 millions. Mais bon, ça, mettons ça de côté. À mon avis, ce qu'il aimerait faire sur Apple, sur iPhone, c'est installer un Epic Game Store sur l'iPhone, c'est-à-dire un store alternatif concurrent qui lui permettrait de garder 100% des revenus générés là. Donc, ça risque pas d'arriver parce que si Apple ouvre cette porte-là, c'est le début de la fin pour le concept même, pour la philosophie de l'iPhone. Donc ça va pas arriver. Mais je crois que c'est ce qu'aimerait bien avoir Tim Sweeney et c'est pour ça qu'il dit les choses comme ça, qu'il parle tellement d'ouverture. C'est peut-être le endgame. Mais c'est une bataille qui va pas s'arrêter tout de suite. C'est une bataille qui risque d'aller dans des procès interminables. Peut-être qu'ils trouveront un accord entre-temps, mais si ça va aussi loin que ça peut aller, ça va durer des années et des années. Donc c'est un gros morceau et ça pourrait changer les écosystèmes mobiles. Parce que si effectivement on arrive à un stade où Apple a une telle mauvaise image, d'ailleurs Epic est en train de discuter visiblement avec Spotify et d'autres qui sont mécontents des pratiques d'Apple pour essayer de se réunir dans une coalition légale pour essayer de les faire plier. On sait que les géants de la tech n'ont pas une super bonne image auprès du gouvernement américain et dans les sphères politiques américaines, donc ça joue pas en leur faveur non plus. Ça pourrait pousser à quelque chose de radical dans les écosystèmes mobiles. À noter tout de même que le combat contre... Il y a deux choses que je voudrais ajouter. Le combat contre Android, pour moi, est un petit peu difficile à justifier parce que, oui, Google impose une commission de 30% sur son store, mais sur Android, il est tout à fait possible déjà d'avoir un store parallèle à l'App Store. C'est pas comme, au Play Store. C'est pas comme sur Apple où il y a le Play Store et c'est tout. Sur Android, on peut tout à fait avoir le store qu'on veut et le développer et l'installer sur Android. Alors oui, il faut faire quelques étapes supplémentaires et quand Epic avait permis aux utilisateurs Android d'installer le jeu Fortnite sans passer par le Play Store, il fallait activer l'option installer des applications potentiellement dangereuses. Mais c'était quand même possible. Donc je ne sais pas très bien ce qu'il voudrait de plus, Tim Sweeney, sur Android. Il voudrait que n'importe qui puisse installer n'importe quoi sans avoir cette option installer des apps entre guillemets potentiellement dangereuses. Mais du coup, ça voudrait dire imposer à tous les écosystèmes mobiles de pouvoir installer n'importe quelle app. Et là, on revient aux problèmes de malware qui sont insolubles dans cette optique-là.
Donc, bon, il y aurait certainement des solutions techniques qu'on pourrait imaginer, hein, des signatures de chiffrement numérique pour assurer que les développeurs sont bien ceux qu'ils disent être et signer les applications numériquement. Mais même ça n'a pas l'air d'être ce que veut Tim Sweeney. Donc, sur Android, à mon avis, c'est encore plus insoluble que sur iPhone. Mais il y a une dernière chose que je voudrais évoquer, c'est ce recrutement des joueurs de Fortnite dans ce combat, qui, moi, me laisse un goût un petit peu amer dans la bouche, parce que la publicité 1984 de l'époque d'Apple, vous savez, où l'athlète olympique au marteau venait jeter un marteau dans l'écran géant qui représentait IBM, que tous les spectateurs regardaient hypnotisés qui étaient tous noirs et blancs. Bref, vous la connaissez cette publicité. Apple était quand même le petit concurrent qui essayait de combattre l'institution IBM. Il y avait quelque chose, oui, c'était du marketing, mais il y avait quelque chose de réel derrière. Et il y avait un vrai vent il y avait un esprit start-up contre les géants établis, quoi. Là, on n'est pas tout à fait dans cette position. Epic est un énorme acteur du jeu vidéo et ils sont même assez, on va pas dire dominants, mais c'est l'un des très très gros dans le domaine du jeu vidéo, en particulier avec leur moteur Unreal Engine, qui est l'un des 2 ou 3 disponibles, qui est utilisé par à peu près tout le monde. Ils font des millions et des milliards chaque mois et chaque minute, certainement, avec Fortnite et leurs autres produits. Et là, ils recrutent les joueurs qui sont en énorme partie des jeunes, très très jeunes, avec cette sorte de message qui est largement biaisé. Je ne sais pas, moi, l'idée de dire à des enfants, regardez, Apple, c'est comment dire, c'est 1984 et c'est la dictature qu'il faut combattre parce que Fortnite sera libéré si vous combattez avec nous, il y a quelque chose qui passe pas pour moi là-dedans. Donc bon, je voulais le mentionner comme ça parce que c'est à mon avis un faux pas dans le combat de Epic. Et puis au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des immenses sociétés qui, à mon sens, n'ont pas forcément vraiment l'intérêt des utilisateurs et des joueurs et des consommateurs en tête. Là, je n'y vois pas grand-chose qui me laisse penser que c'est vraiment quelque chose que les uns ou les autres font pour aider les consommateurs. Ça peut arriver, hein, parfois, des sociétés qui font des choses qui sont alignés avec leurs intérêts et alignés avec les intérêts des consommateurs. Là, il y a tellement de problèmes qui sont posés par l'une des décisions que ça me paraît compliqué de dire c'est effectivement pro-consommateur. Bien sûr, si Apple réduisait ses commissions, on pourrait imaginer que les prix baissent sur l'App Store. Mais encore une fois, personne ne va dire qu'Apple devrait prendre 0% de commission. Je pense que là, c'est vraiment pas raisonnable. 0% de commission, ça serait pas logique pour un écosystème qu'ils ont construit à la force de leur poignet contre Google, qui a une part de marché 3 à 4 fois plus importante. Donc, il y a quelque chose de difficile à justifier là-dedans. Si on parle de manière réaliste, on parle d'une baisse de la commission, pas d'une disparition. Et donc, ça serait une baisse substantielle, 10, 15%, 20%, c'est évidemment pas du tout négligeable, mais c'est de ça qu'on parle. C'est pas de quelque chose de plus quand on parle de manière réaliste. Donc bon, voilà, c'est une histoire qui est assez complexe, qui risque d'avoir qui est surtout très couillue de la part d'Epic, qui a lancé ça, qui avait tout préparé avec notamment cette vidéo. Ils veulent là y aller à fond. Je pense que c'est vraiment leur va-tout. Et je pense qu'ils risquent de ne pas s'arrêter, possiblement, même s'ils obtiennent une réduction de la commission d'Apple. Encore que, combien de temps est-ce que la chose est tenable pour Epic, qui va du coup ne plus recevoir d'argent des utilisateurs Apple à terme ?
Il faut aussi noter que, comme je le disais tout à l'heure, les parents des enfants qui jouent à Fortnite et qui ont dépensé de l'argent pour Fortnite sur Apple, sur iOS, et ils sont très nombreux, ils risquent de ne pas être contents du tout. Et là, pour le coup, c'est vers Apple qu'ils vont se retourner. Eux, ils s'en foutent que ça soit Fortnite qui soit à l'origine de tel ou tel truc. C'est vers Apple qu'ils vont se retourner. Je pense qu'Apple devrait peut-être rembourser tout l'argent, ils ont largement de quoi, tout l'argent qui a été dépensé dans leur App Store pour des objets dans Fortnite. Ils devraient rembourser tout l'argent, même pas juste les 30% de commission qu'ils ont eu, tout l'argent aux parents. Parce que sinon, évidemment, les parents, ils sont de manière totalement justifiée énervés contre Apple. Là, je pense que il n'est pas impossible que Apple fasse ça, ou peut-être qu'ils vont expliquer que c'est de la faute de Fortnite, je ne sais pas. Bon, voilà pour cette grosse histoire. Ça continue à évoluer tous les jours. Si ça se trouve, quand vous écouterez cette émission, il y aura une nouvelle étape. On sera à l'étape 8, 9 ou 10. Je me demande si ça va remonter jusqu'à la Cour suprême américaine, mais je pense qu'on aura les réponses dans les prochains mois et prochaines années. À moins que tout ça s'arrête avec un accord à 15% après 1 million, 10 millions de dollars générés. Voilà pour ce petit épisode Fortnite, Epic, Apple, Google. On va faire une toute petite pause pour vous rappeler que le Rendez-vous Tech est financé, lui, sans commission, enfin si quand même, une petite commission à Patreon, mais qui est bien loin des 30%, on est seulement à 5%, donc Patreon est plutôt très cool. On a donc un moyen pour vous de soutenir l'émission, si vous l'appréciez, si vous passez un bon moment en écoutant. Vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Vous y allez et vous choisissez le niveau de soutien qui vous convient, et à partir de là, vous aurez droit à plein de petits bonus super cool, notamment le fait de ne pas avoir à écouter les publicités ou même cette promo au milieu, mais vous avez aussi des contenus bonus et en fonction des niveaux auxquels vous soutenez, accès à des trucs plutôt très cool que je ne vais pas vous spoiler ici. Mais si vous appréciez l'émission, c'est vraiment le moyen de financement principal. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, pour que la société, le produit continue. Donc vraiment, si vous appréciez le Rendez-vous Tech, si vous aimez ce que je fais, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil du côté de patreon.com/rdvtech. Comme je le dis souvent, vous rentrez à la maison après une journée de dur labeur et vous mettez vos clés dans le petit bol qui est à l'entrée et là ça fait cling et là vous dites « Oh, Patrick, faut que je pense à Patrick et que j'aille sur patreon.com/rdvtech ». Merci à vous tous qui décidez de le faire. Quelques autres petites news. Microsoft a annoncé le lancement de sa Surface Duo, la tablette pliable à double écran sur Android, sous Android, qui sera disponible autour du 10 septembre aux États-Unis pour $1 400. C'est un appareil dont on avait déjà entendu parler. C'est un appareil qui est sous Android. Alors, ce n'est pas un écran pliable, hein, c'est vraiment deux écrans qui se plient l'un sur l'autre et c'est un appareil de type tablette, on va dire. La Surface Duo est sous Android. La Surface Neo, c'est la version un petit peu plus grande encore qui serait, on va dire, qui remplacerait peut-être un ordinateur, mais qui n'est pas encore disponible et qui, elle, tournerait sous Windows. Donc là, c'est la Surface Duo. C'est un écran 8,1 pouces, donc c'est une fois ouvert presque une tablette. Et quand ils sont refermés, c'est deux écrans 5,6 pouces. Donc c'est plutôt format téléphone quand c'est refermé. Et on peut le fermer dans les deux sens, hein. Et donc c'est pas un écran pliable, ce qui permet d'avoir un matériel plus comparable à ce à quoi on est habitué, plus solide, avec du vrai verre pour le coup. Et c'est des écrans OLED, donc de très bonne qualité. Donc les écrans, on peut très bien imaginer comment ça fonctionne. Le software, c'est Android, auquel ont travaillé Google et Microsoft ensemble pour en faire quelque chose de vraiment utilisable sur deux
écrans. C'est pas la première fois qu'on a un appareil à 2 écrans, mais c'est la première fois qu'il est aussi poussé avec des applications qui peuvent se lancer sur l'un ou l'autre des écrans, une interaction entre les 2 écrans qui est établie dans l'OS à la base. Là, c'est vraiment les 2 gros constructeurs qui ont travaillé pour le rendre cohérent dans l'interface et l'utilisation d'une manière qui n'était pas aussi poussée dans les tentatives qu'on a vues par le passé. Donc c'est un appareil qui est hyper fin, qui est hyper premium et qui pourrait avoir une utilité réelle dans cette idée d'avoir 2 écrans. On aura plus de réponses début septembre, quand on commencera à l'avoir entre les mains. Mais là, il est enfin en train de sortir et les premiers tests sont plutôt intéressants. Moi, ce que je dirais, c'est que comme pour le Galaxy Fold dont on parlait la semaine dernière, la grande question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une utilité à avoir soit un écran pliable, soit ces 2 écrans ? La productivité est accrue quand on travaille avec 2 écrans sur ordinateur de bureau, mais c'est vraiment un système qui est conçu pour travailler par fenêtre, donc c'est un petit peu, c'est plus spécifiquement prévu pour ça, mais peut-être que ça fonctionnera avec un appareil sous Android s'il est prévu pour ça à la base. Réponse dans quelques semaines. Mozilla a confirmé l'accord avec Google pour continuer à utiliser Google comme moteur de recherche par défaut dans leur navigateur Firefox. Et ça, c'est un élément dont on n'est pas forcément toujours au courant. Les revenus de Firefox, du navigateur, reviennent essentiellement de cet accord qui court avec Google depuis des années et des années. Certaines sources disent que le deal se monte à 400 à 450 millions de dollars pour 3 ans de présence. Donc c'est un gros morceau. C'est intéressant de le noter parce que c'est encore une fois Firefox qui fait l'apologie du libre. C'est un logiciel libre effectivement qui a énormément d'avantages et c'est sans doute le navigateur préféré des gens qui veulent se détacher des GAFA, et avec raison, hein, c'est même le navigateur que je vous recommanderais, mais le navigateur, le moteur de recherche par défaut dans le navigateur, il ne faut pas oublier de le changer, sinon toutes vos données vont aller à Google directement. Donc ça montre aussi un petit peu la puissance du paramètre par défaut. C'est tellement important pour Google qu'ils sont prêts à mettre presque 500 millions de dollars pour 3 ans, ce qui est, même pour Google, bon, c'est une broutille, hein, mais c'est quand même 500 millions de dollars, donc on ne le donne pas si ça ne sert à rien. Et bien que Mozilla soit le navigateur des gens qui veulent se détacher des GAFAM, eh bien, le fait que le moteur de recherche par défaut soit Google reste pertinent pour Google. Donc il y a vraiment quelque chose de significatif là-dedans pour les paramètres par défaut à méditer. Apple serait en train de préparer un abonnement groupé pour tous leurs services dès le mois d'octobre. C'est un truc qu'on imaginait qu'il arriverait peut-être même un petit peu plus tôt, mais ce qu'on est en train d'en voir, c'est qu'il y aurait une sorte de segmentation des différents abonnements en fonction de ce qu'on en voudrait, c'est-à-dire qu'il y aurait 3 ou 4 abonnements différents pour différentes cibles. Et c'est, selon John Gruber, le blogueur de Daring Fireball et qui est assez célèbre, pour lui, ça va à l'encontre de l'esprit Apple et de la simplicité. Lui, il voudrait qu'il y ait un abonnement général pour tous les services Apple et basta. Et on peut le comprendre, mais l'idée d'Apple, c'est d'avoir plusieurs abonnements en fonction des besoins. Il y a d'ailleurs un nouveau service de fitness qui devrait être intégré à certains de ces abonnements. Ça va dans l'esprit de ce que fait Apple avec l'Apple Watch et la santé. Ça serait donc des vidéos de fitness un petit peu basiques, mais c'est quelque chose d'intéressant, surtout quand ils sont à ce point dans les eaux troubles de l'abus de position dominante et de services qui sont disponibles chez Apple en même temps que chez d'autres, et donc c'est une sorte de concurrence déloyale, mais bref, peu importe. Ce que j'en retiens, moi, c'est que plutôt que de proposer un seul abonnement tout simple, eh ben, on est dans l'esprit de Tim Cook, qui est
un type qui fait de la chaîne de production et de la segmentation et qui réussit à vendre à tout le monde exactement ce qu'ils veulent. On a une gamme de produits qui est aujourd'hui hyper large chez Apple. Pour chaque catégorie, il y a 2, 3, 4, 5 produits différents. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu loin de la simplicité prônée par Apple par le passé, mais on ne peut pas dire que ça ne soit pas quelque chose qui marche. Parce que, évidemment, quand on parle d'Apple du passé, on pense tout de suite à Steve Jobs. Mais aujourd'hui, la société Apple vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'elle ne valait à l'époque de Steve Jobs. Et on commence à s'éloigner tellement de la mort du fondateur qu'on ne peut plus attribuer ça uniquement à l'impulsion qu'il lui a donnée avant de disparaître. C'est vraiment quelque chose que Tim Cook et les équipes d'Apple ont travaillé et qu'ils ont réussi à améliorer et à rendre, encore plus efficace au niveau de la valeur de la société et donc des produits qui sont proposés. Et donc, on est dans la segmentation, effectivement. On va pas aussi loin que certains autres constructeurs, mais on peut comprendre que Tim Cook se dise attendez, on a différentes niches, on va réussir à servir toutes les niches différentes avec juste ce qu'il leur faut. Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que ça risque de pas être simple de s'y retrouver avec 4 abonnements, certains qui incluent certains trucs qu'on veut, d'autres qui incluent certains autres trucs qu'on veut. Il faudra voir s'ils réussissent à rendre ça lisible et simple. L'État de Californie a voté cet été une nouvelle loi qui oblige des sociétés comme Uber à employer leurs chauffeurs comme de vrais employés. C'est spécifique à l'État de Californie, mais Uber et Lyft ont menacé de quitter l'État s'ils étaient obligés à procéder à ce changement. Et un procès a été intenté pour altérer la décision, mais il a été rejeté par les juges de Californie. Et donc, en théorie, les chauffeurs doivent désormais être employés par Uber et Lyft et d'autres comme de vrais employés. On en revient à cette question qui se pose toujours dans ce débat. Est-ce que les chauffeurs de cette gig economy, et de manière plus générale, tous les gens qui travaillent dans la gig economy, est-ce que c'est des employés ou pas ? Je crois il est tout à fait légitime de dire que ça ne sont pas complètement des indépendants. Et je crois qu'il n'est pas complètement ridicule de dire non plus que ça ne sont pas tout à fait des employés. Mais on va voir jusqu'où ça va aller, toute cette histoire. C'est quand même une mesure relativement extrême. Mais évidemment, si Uber et Lyft... évidemment, on ne sait pas. Mais il est possible qu'en particulier aux États-Unis, si Uber et Lyft doivent payer les chauffeurs comme des employés, comme des vrais employés, on ne va pas dire que ça met leur modèle d'affaires par terre, mais ça change complètement leur modèle d'affaires. Et vu que les voitures autonomes n'arrivent pas aussi vite qu'ils auraient pu l'espérer, ils vont avoir besoin de ces chauffeurs pendant encore longtemps. Bon, c'est spécifique aux États-Unis et à la Californie, comme je le disais. En France, on a un statut qui est un petit peu différent et Uber doit déjà payer des frais supplémentaires pour, si je ne m'abuse, la retraite et le chômage des employés. Enfin, pardon, pas des employés, justement, des chauffeurs. Mais à voir, est-ce qu'en Californie, ils vont vraiment avoir des employés ? Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont quitter l'État. On verra s'ils y vont vraiment ou si c'est du bluff. Un petit boc dans le micro et un petit détour par la Chine avec plusieurs news intéressantes. 2 sociétés de fabrication de puces en Chine, QXIC et HSMC ont commencé à débaucher des anciens employés de TSMC, qui est l'un des plus gros fondeurs de puces au monde, qui est une société taïwanaise. Et ils ont débauché des dizaines d'ingénieurs et de managers de TSMC depuis, on va dire, 2019. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça fait suite évidemment au combat commercial entre les US et la Chine, et ça veut dire possiblement que ces sociétés qui ont le soutien du gouvernement chinois, elles sont en train d'essayer de se diriger vers plus d'autonomie dans la construction et la fabrication et la conception des puces pour ne plus dépendre des sociétés qui dépendent des États-Unis. Donc ça continue ce mouvement qu'on avait vu il y a
quelques mois et même peut-être 1 ou 2 ans de plus d'autonomie pour qu'ils ne soient plus dépendants du combat commercial avec la Chine. Et dans le domaine des puces, c'est évidemment hyper important. ByteDance, la société mère de TikTok, il y a plusieurs trucs intéressants. Justement, dans le combat commercial avec la Chine, des employés américains de TikTok, de la société, de la branche américaine, ont menacé de faire un procès à l'administration Trump parce que le executive order qui interdit aux Américains de travailler avec TikTok veut dire que TikTok ne pourrait plus les payer. Ça, c'est une conséquence peut-être malheureuse pour eux. Et puis, ByteDance a censuré, c'est ByteDance, pas TikTok, mais ByteDance a censuré un agrégateur d'informations, de nouvelles, qui s'appelle Babel. Il a censuré des news qui étaient critiques du gouvernement chinois entre 2018 et mi-2020. C'est en Indonésie que cet agrégateur d'informations existe, et c'est intéressant bien sûr parce que l'Indonésie, c'est pas la Chine, et donc ça voudrait dire que l'influence de la société ByteDance chinoise aurait été étendue jusqu'en Indonésie, où ils auraient donc supprimé du contenu qui critiquait le gouvernement chinois. C'est pas complètement avéré que ça serait le cas partout et dans TikTok, mais c'est quand même intéressant à noter, d'autant plus que il y a des documents internes à TikTok qui montrent qu'un tiers de leurs 50 millions d'utilisateurs quotidiens aux États-Unis sont considérés par eux-mêmes, par TikTok, sont classifiés comme ayant 14 ans ou moins. Et donc, la question des protections des jeunes se pose d'autant plus quand on a un tiers des utilisateurs qui sont vraiment des enfants qui ont moins de 14 ans. Donc vraiment, on est dans des situations où, pour d'autres sociétés de la tech, on a des règles très très strictes qui s'appliquent à ces groupes d'âge-là. Et il semblerait que ça ne soit pas vraiment aussi mis en place pour TikTok. Moi, je pense qu'il ne faut pas, sur ce point, y voir quelque chose de maléfique, mais simplement une société qui a grandi très, très vite et qui n'a pas forcément mis en place tout ce qu'ils auraient dû mettre en place, mais la question se pose effectivement. Et on a Oracle qui est une grosse société de l'infrastructure du net, qui est en train également de discuter avec ByteDance pour acquérir les sociétés, les éléments américains, australiens, néo-zélandais et canadiens de TikTok. Donc, est-ce que ça veut dire que les discussions avec Microsoft se sont cassées la figure ? On ne sait pas. En tout cas, il y a clairement des gens qui sont intéressés par l'idée de récupérer une partie de TikTok. Et je conclus avec une ou deux news qui sont un petit peu plus rapides. ZTE a annoncé qu'ils allaient dévoiler leur téléphone Axon 20 5G qui a un appareil photo sous l'écran. Alors la technologie est connue, elle a peut-être déjà même été implémentée ici et là, mais là ça sera vraiment un téléphone produit en masse avec un appareil photo sous l'écran. Il sera dévoilé le 1er septembre. C'est assez intéressant parce que cette technologie évidemment pourrait permettre d'avoir des écrans qui couvrent toute la surface de l'appareil, et si la qualité de l'image avec un appareil photo sous l'écran est acceptable, c'est l'appareil des selfies, donc c'est pas forcément celui qui a besoin d'avoir la qualité optimale, mais c'est quand même, il faut pas que ça soit trop pollué par la lumière de l'écran. Il y a plein de technologies qui permettent de s'assurer que la pollution soit minimum, mais si ça fonctionne vraiment, ça pourrait donner dans des écrans qui sont vraiment sur toute la surface à voir dès le début septembre. L'Inde est en train d'engager, des sociétés en Inde sont en train d'engager des milliers de personnes pour la fabrication des iPhones. Donc, il y a clairement Foxconn qui est en train de chercher à s'éloigner de la Chine autant que possible, étant donné encore une fois les problèmes entre la Chine et les États-Unis. Instagram et Facebook sont en train de rapprocher leurs outils de chat. C'est-à-dire qu'il semblerait que
Facebook et Mark Zuckerberg veuillent lier les chats de tous leurs produits à terme, Facebook, Instagram, WhatsApp, pour avoir une sorte d'écosystème de messagerie privée qui soit comparable à celle d'Apple ou au SMS. C'est pas juste, isolé par application, mais vraiment, si vous avez un compte Facebook, Instagram, WhatsApp, peu importe, vous pouvez communiquer avec n'importe qui d'autre dans l'écosystème Facebook dans son ensemble. C'est une idée qui est intéressante parce qu'effectivement, les communications par message privé sont toujours un petit peu compliquées par « Ah, mais toi, est-ce que tu es sur WhatsApp? Est-ce que tu es sur Viber? Je t'envoie un message sur Twitter ou par SMS ou par iMessage. » Là, ça serait un concurrent qui serait de taille beaucoup plus conséquente. Et on sait bien que les applications de messagerie privée sont hyper importantes et peuvent se développer au-delà des simples messages. Donc, Facebook aurait un œil dessus. Encore une fois, à un moment où la question de la position dominante se pose, c'est quand même intéressant que ça se passe comme ça. Et écoutez, on va arriver à la fin de cet épisode un petit peu particulier. Comme je vous le disais, j'espère que ça s'est pas trop mal passé, que vous avez apprécié mes petites discussions et mes petites explications. On sera de retour dans une semaine pour un épisode plus classique qui fonctionnera un petit peu mieux avec mon matériel que j'aurai trimballé ici et là. N'oubliez pas que je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram et que bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez commenter tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Et si vous voulez la soutenir, c'est sur patreon.com/rdvtech pour donner un tout petit peu de sous à l'émission pour qu'elle continue à exister et avoir des bonus plutôt très très cool. Vous rentrez chez vous, vous mettez les clés, cling, Patrick, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à tous ceux qui le font déjà. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao! Tenet. Christopher Nolan, le réalisateur visionnaire de la trilogie Dark Knight et Inception, réinvente une fois de plus le genre avec Tenet. Voyage temporel? Non, inversion. Tenet, à vivre le 26 août au cinéma.